Arnaud Montebourg, Edwige Chevrillon, BFM Business, veut vous parler de l'ensemble de votre politique industrielle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. D'abord, une question, vous l'avez évoqué avec Olivier Mazerolles tout à l'heure. Donc, le président François Hollande a reçu à l'Élysée des représentants du patronat, la FEP. Là, il y a les universités d'été politiques, mais il y a l'université d'été du MEDEF. Pour la première fois dans l'histoire du MEDEF, c'est inauguré par Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de gauche. Il y a Pierre Moscovici, Jérôme Cahuzac, bref, il y a la moitié du gouvernement, sauf un, vous. Pourquoi ? Je vais à l'université du MEDEF, vous êtes mal renseigné, je regrette votre question. Laurence Parisot me l'a dit vendredi matin. Mais elle est mal renseignée car j'ai annoncé ma venue le 31 août au matin. Et d'ailleurs, je connais Mme Parisot puisqu'elle vient dans mon bureau. Donc, puisqu'elle vient dans mon bureau, je peux aller dans son université. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, c'est un scoop parce que Laurence Parisot, vendredi matin, nous a indiqué qu'elle vous avait envoyé une invitation, mais qu'elle n'avait reçu aucune réponse. Donc, là, écoutez, j'ai donné instruction il y a à peu près 15 jours que j'irai à cette université d'été, qui m'intéresse fort d'ailleurs, car je discute très souvent avec les dirigeants d'entreprise. Je considère d'ailleurs que ce sont des interlocuteurs avec lesquels il est parfaitement possible de nouer des compromis. On peut avoir des désaccords, mais il est nécessaire de se parler pour les surmonter. Ouais. La présidente du MEDEF disait encore pour elle que les propos que vous avez tenus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la famille Peugeot étaient inacceptables. Est-ce que vous regrettez ces mots sur la famille Peugeot ? Je n'ai pas à m'excuser des propos que je tiens, car les propos que je tiens sont exercés en pleine responsabilité, en conscience et en connaissance de cause. Quand il y a des erreurs qui sont commises, y compris lorsqu'un ministre commet des erreurs, il y a suffisamment d'interlocuteurs pour nous le dire. Il n'y a pas d'infaillibilité de l'actionnaire. Il y a peut-être l'infaillibilité pontificale. On ne discutera pas ce point ici. Mais il n'y a pas d'infaillibilité. Est-ce qu'il y a l'infaillibilité du ministre ? Jamais. Ça s'appelle la responsabilité, tout simplement. Et tout le monde est responsable, et y compris lorsqu'un actionnaire commet des erreurs. Il n'y a d'ailleurs, je crois, personne qui peut échapper à sa responsabilité. Et c'est bien normal qu'un gouvernement rappelle finalement l'ensemble des partenaires, puisque lui-même est responsable, à la responsabilité de maintenir une entreprise dans un bon comportement. Il y a des bons et des mauvais comportements pour tout le monde. Voilà. Comme ça, c'est dit. Arnaud Montebourg, sur les licenciements boursiers, Jean-Marc Ayrault, dans une interview au Journal du Dimanche, je cite ses propos, a dit que le gouvernement était prêt à discuter avec les groupes parlementaires de tout ce qui concernait la protection des salariés. J'ai envie de dire, c'est un petit peu sibyllin. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement s'il y aura une loi sur les licenciements boursiers, quand le timing... Notre souhait est de ne plus accepter que dans notre pays, on ferme des entreprises parce qu'elles ne gagnent pas assez d'argent. Je prends l'exemple de Nestlé qui a fermé une entreprise parce qu'elle ne gagnait que 9% de retour sur investissement. Elle voulait 15, à 2 chiffres. C'est excessif, c'est son choix. Mais dans ce cas-là, nous disons, dans ce cas-là, laissez un repreneur reprendre l'activité qui est rentable, dès lors que l'activité est viable. Mais comment l'obliger ? Eh bien, notre souhait est d'organiser une sorte de reprise un peu aux enchères, au mieux-disant, sous le contrôle de la justice commerciale. Ce souhait-là, il est, je crois, d'intérêt général. Tribunaux de commerce. Oui, par exemple. Par exemple, c'est à débattre avec les partenaires sociaux. Pourquoi ? Parce que si nous voulons obtenir l'objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire consommer ce que nous produisons, et non pas consommer ce que produisent les autres et ne plus produire ce qu'on nous donne à consommer. Il va bien falloir qu'on se remette à produire. Donc, quand par exemple dans l'aluminium, Rio Tinto dit qu'il y a une usine rentable à Saint-Jean-de-Maurienne, qui gagne de l'argent, dit « moi, je ferme parce que ça ne me rapporte pas assez d'argent ». Ça veut dire qu'on va... Pour l'instant, ils vous ont envoyé bouler. Je vous signale qu'ils ont déclaré qu'ils souhaitaient éventuellement fermer cette entreprise, ce site industriel. Nous sommes en France les créateurs, les inventeurs de l'aluminium au siècle précédent. Nous avons une grande histoire d'aluminium, le groupe Péchinet. Nous avons une tradition glorieuse en la matière. Et aujourd'hui, nous importons 50% de l'aluminium que nous consommons pour l'aéronautique, l'automobile. Eh bien, si nous laissons fermer Saint-Jean-de-Maurienne, alors que c'est une usine rentable... Mais Rio Tinto s'en fout de ce que vous nous dites. Mais moi, je m'en fous pas, monsieur. Non, mais d'accord, mais eux, si je peux me permettre de parler trivialement. Pour les contraindre, comment vous faites ? Eh bien, c'est l'objectif de cette loi sur laquelle le gouvernement travaille activement. Les groupes parlementaires vont commencer les auditions dans peu de temps. Il en est de même, d'ailleurs, avec l'acier. L'acier, qui est la propriété du groupe ArcelorMittal, le groupe Mittal veut fermer les hauts fourneaux de Florange. Eh bien, nous avons l'intention, alors que c'est un haut fourneau qui est viable, qui est rentable, il faut l'entretenir parce qu'il s'agit de faire aussi des investissements en entretien, nous n'avons pas l'intention de laisser finalement des biens stratégiques nationaux, l'acier, l'aluminium,
partir, et je puis vous dire que nous trouverons des repreneurs. Il y en a dans le monde qui pensent que ce sont de bonnes affaires, là où leurs propriétaires aujourd'hui veulent s'en désengager parce qu'ils tournent finalement pour des raisons financières leurs préoccupations vers d'autres intérêts. Par exemple, Rio Tinto, comme ArcelorMittal, se réoriente vers les mines, là où il y a beaucoup d'argent à gagner. Juste sur les licenciements boursiers, est-ce qu'il y aura une loi spécifique ou justement ça sera une seule loi? Cette question est en discussion dans les suites de la grande conférence sociale. Et les informations ne pourront donc que sortir de cet échange entre les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y aura forcément une loi donc? Je ne peux pas vous répondre car ces questions-là relèvent de la négociation sociale. Alors parmi vous avez évoqué de nombreux dossiers, il y a le dossier Fralib, évidemment. Il y a Paul Polman qui est directeur général du groupe Unilever et qui a dit qu'il avait fait le maximum possible, que ça avait déjà coûté extrêmement cher, qu'il n'était pas question de céder la marque éléphant et qu'il n'y aurait pas de volume sous-traité. Et il a dit, si la France ne respecte pas ces lois, cela fera peser un risque sur les investissements en France. Que lui répondez-vous? D'abord que... la responsabilité de la situation est partagée, et à tout le moins entre le gouvernement précédent qui a laissé la situation pourrir et quand même la direction d'Unilever qui aurait pu s'y prendre autrement. 2 ans de conflit, je le rappelle. Lorsque j'ai pris le ministère, il y avait les CRS aux portes de cette entreprise, une occupation qui durait depuis 600 jours, et une CGT qui, excusez-moi, je me permettrai de le dire, avait en quelque sorte porté un projet de reprise de son propre outil de travail, c'est-à-dire avait un projet constructif. Ce n'est pas qu'une lutte sociale, c'était aussi le désir de se créer son propre travail par ses propres moyens. C'est ce qu'on appelle la responsabilité économique. Je trouvais ça honorable. Et ces 2 partenaires s'affrontaient, ne se parlaient pas. Nous avons rétabli le dialogue. Nous avons abandonné les référés, les procédures, l'expulsion par la force publique. Et Unilever a effectivement fait des concessions, et je l'en remercie sur votre antenne, Monsieur Mazerolle, car Unilever a accepté que les machines soient laissées entre les mains des salariés qui ont une valeur d'une 30aine de millions, ce n'est pas rien, et que les locaux puissent être acquis par la communauté urbaine métropole de Marseille. C'est donc là des efforts qui sont louables. Du côté de la CGT, nous leur avons dit, Madame Chevrillon, que la marque éléphant, Unilever souhaitait continuer à l'exploiter. Donc pour le moment... vous comprenez la position d'Unilever? Mais je comprends qu'il y a un blocage. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est la CGT qui fait visiter pour des nouveaux projets, des projets alternatifs, car l'objectif, à la fois de la CGT, du gouvernement et même d'Unilever, des 3 partis, c'est que tout le monde ait un travail et retrouver du travail et puisse vivre de son travail. Donc notre objectif, c'est de trouver une solution pour toutes ces personnes qui ont perdu leur travail. Et c'est ce que chacun s'emploie à faire. Et donc la France va respecter ses engagements pour répondre à Paul Polman, donc le patron d'Unilever. La France respecte les lois, madame, en toutes circonstances, ne serait-ce que parce que nous sommes dans un état de droit. Alors, il y a autre dossier, mais rapidement peut-être, même si c'est important, le dossier Petroplus. Il y a eu 2 offres de reprise, mais qui pour l'instant n'ont pas reçu l'agrément des pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quelle est votre position? Il n'y a que 2 offres de reprise, il n'y en a pas d'autres. La procédure est devant le tribunal de commerce, je ne souhaite pas m'exprimer à ce stade. D'accord, ok. Alors, vous avez franchi en Bresse, chez vous, vous avez préconisé le week-end dernier une 3e révolution industrielle. Juste une question comme ça, Arnaud Montebourg. Est-ce que vous connaissez un pays qui s'est réindustrialisé? Oui. Lequel? La Corée, la Chine, l'Allemagne, d'une certaine manière, le Royaume-Uni. Non, l'Allemagne n'a jamais perdu son industrie. Elle l'a augmenté, donc elle a industrialisé davantage. Le Royaume-Uni qui se réindustrialise. Oui, tous les pays luttent pour leur vitalité industrielle. Tous. Ils le font d'ailleurs d'une manière qui est toujours la même. Ils unissent leurs forces. Grands groupes, petites entreprises PME et pouvoirs publics locaux et nationaux. Si nous sommes désunis, les grands groupes contre les petites entreprises qui sont seules face aux grands groupes, parfois essorées parce que la sous-traitance et parfois la maltraitance, ça ne se passe pas toujours bien. Ça se passe heureusement parfois bien, bien sûr. Et des pouvoirs publics qui laissent faire, des grands groupes qui sont plus financiarisés qu'industriels, et les petites entreprises qui veulent travailler mais n'y arrivent pas parce qu'elles n'arrivent pas à gagner leur vie avec leur travail, leurs produits. Si on n'arrive pas à trouver cette cohésion, c'est le sens du patriotisme économique. Nous ne résisterons pas, nous serons balayés dans la mondialisation. Voilà le sens de la 3e révolution industrielle, à ceci près que je ne suis pas l'auteur de cette expression. C'est M. Jérémy Rifkin qui lui-même a fait le tour des gouvernements d'Europe
et a réussi à défendre et convaincre les dirigeants de l'Union européenne que l'avenir de l'Union européenne, c'était un Américain, monsieur. C'est un Américain, mais europhile, qui a réussi à convaincre la nécessité d'investir pour l'ensemble de l'Union européenne dans les nouvelles énergies, les technologies numériques comme étant, en quelque sorte, le moyen de faire muter notre appareil productif. Alors, et donc de créer des millions d'emplois dans l'Europe et dans le monde. Il nous reste peu de temps, il nous reste 2 minutes. Il y a un point important, la discussion et la préparation actuellement à Bercy du projet de loi de finances. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes. Le taux de croissance, on ne va pas revenir lister ces attentes à propos de ce PLF, mais à l'échelle d'entreprise attendent des mesures, notamment sur la compétitivité. 10 ans, certes, il y a un rapport de Louis Gallois en 2013, mais c'est trop tard. Non, 2012, il sera en octobre. 15 octobre. 15 octobre. 15 octobre. Oui, mais donc le PLF sera déjà en discussion. Donc, est-ce qu'il y aura des mesures précises sur la compétitivité française dans le PLF? La mesure qui a été annoncée par le président de la République est une mesure qui a été très attendue par les PME, par les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui sont nos fleurons d'entreprises industrielles, très territorialisées, enracinées sur notre territoire, et les grands groupes également, le CAC 40, comme on dit, c'est le crédit impôt recherche. Le président de la République, nous sommes allés ensemble chez Valeo, a annoncé la sanctuarisation du crédit impôt recherche. C'est une mesure de compétitivité. Dans la filière automobile, on a financé toutes les innovations que nous sommes en train d'inciter, d'aider avec le plan automobile, par exemple. Toutes les nouvelles frontières technologiques sont financées grâce à ceci. Vous avez aujourd'hui de très nombreuses entreprises qui relocalisent en France leurs laboratoires de recherche, créent des emplois d'ingénieurs. 30 secondes. Donc c'est une mesure de compétitivité. Est-ce que l'outil travail sera réintroduit dans l'ISF ou pas? Il est trop tôt pour le dire. Je ne me permettrai pas de répondre au lieu et place du ministre du budget et de l'économie et des finances en charge. Je veux juste vous dire que nous souhaitons inciter à la production. Nous souhaitons défendre les entreprises et particulièrement les petites entreprises. Nous souhaitons que l'investissement productif reprenne dans notre pays alors qu'il est aujourd'hui apathique et atone. C'est notre objectif politique. Le débat sur les moyens et les outils, c'est le débat de la loi de finances. Je vous répondrai le moment venu, Madame Chevrier. D'accord.